Dominique Chevalier, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes vice-présidente de l'UNICEF. Dites-nous un peu pourquoi. Alors, je sais, mais dites-nous pourquoi vous êtes venue à La Réunion. Alors, je suis vice-présidente d'UNICEF France, Oui. si je me permets de préciser. Et je suis venue à La Réunion parce qu'aujourd'hui, on célèbre les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant et nous sommes très heureux de participer à la célébration que fait la ville de Saint-Pierre en partenariat avec l'UNICEF. La ville est ville amie des enfants depuis quelques mois. Et c'est donc la première célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant à La Réunion. Alors, on va d'abord parler de cette coopération avec la ville de Saint-Pierre. Vous avez des contrats comme ça, enfin des contrats, oui, des conventions signées avec différentes villes de France, mais j'ai cru comprendre que c'est la seule ville d'outre-mer. C'est la première et la seule ville à l'outre-mer. Sur le territoire français, nous avons la chance d'avoir 250 villes amies des enfants, ce qui est une grande fierté pour UNICEF France, parce qu'il faut savoir que c'est un programme mondial et que dans le monde entier, 800 villes sont villes amies des enfants. Oui, donc 250 énorme. villes françaises pour 800 villes dans le monde, c'est une très belle performance. Ça montre à quel point UNICEF France est soucieux de monter des partenariats avec les collectivités locales et d'avoir des relais dans les politiques publiques, parce que ce sont elles qui peuvent faire la place à l'enfant et qui peuvent créer la différence. Alors, avant de revenir sur cet accord avec la ville de Saint-Pierre, dites-nous un petit peu ce que c'est que l'UNICEF, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Alors l'UNICEF, Agence des Nations Unies, a été créée en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, pour venir en aide aux enfants d'Europe et d'Asie, après le terrible conflit. Et l'UNICEF a été pérennisée comme agence permanente des Nations Unies en 1953. Maintenant, vous occupez des enfants dans le monde entier. On s'occupe des enfants dans le monde entier, on est présent dans 190 pays, et en France, nous sommes une association de loi 1901, créée en 1964, qui a été accréditée par l'Agence des Nations Unies pour veiller à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et à l'application des droits de l'enfant en général sur le territoire français. Donc c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est d'influer, de sensibiliser, d'éveiller à la conscience de la situation des droits de l'enfant. Et puis la troisième mission, c'est de collecter pour le financer, aider à financer les programmes de terrain partout dans le monde en développement. On parlera à la fin ça, de vos actions concrètes, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette Convention des droits de l'enfant? Quels sont les droits d'un enfant? Alors cette Convention des droits de l'enfant, elle est très très importante parce que c'est le premier traité qui identifie l'enfant comme un être spécifique, à part entière, et non un adulte miniature. Et un enfant, c'est donc un être qui a des droits spécifiques qui lui sont propres. Un droit à l'éducation, un droit à la protection, par exemple. Et cette convention s'organise autour de 4 principes vraiment fondamentaux, qui sont le principe de non-discrimination, le principe d'intérêt supérieur de l'enfant, le principe du droit de vivre, survivre et de se développer de chaque enfant, et le respect de la parole de l'enfant. Et ça, c'est très nouveau aussi, en 89, de faire entendre la parole des enfants. Ça a une conséquence dans le domaine de la justice, par exemple. Maintenant, la parole de l'enfant est plus écoutée. Par exemple, je prends un exemple dans le cas d'un divorce. Maintenant, on se préoccupe de savoir ce que pense l'enfant, alors qu'avant, on décidait à sa place, quoi. Tout à fait. La parole de l'enfant doit être entendue, doit être respectée, et elle compte. Ça, comme vous le mentionnez, ça a une conséquence directe dans le domaine de la justice, ça peut avoir une conséquence aussi dans la vie citoyenne de tous les jours. Puisque vous parlez justice, je me permets de faire un aparté sur justement l'application directe de cette convention vue de l'UNICEF France. Par exemple, lors de la révision du projet de révision de la justice des mineurs qui a été présenté en septembre dernier, l'UNICEF a mentionné qu'il était important que l'enfant, même s'il a commis un délit, soit considéré comme un enfant et que le projet éducatif soit au cœur du dispositif de justice des mineurs. Ça veut dire qu'à vous écouter, on ne devrait pas descendre la responsabilité d'un enfant. Il était question de les rendre responsables à partir de l'âge de 13 ans, par exemple. C'est quelque chose. Alors, voilà, ça consiste aussi à être bien au clair sur l'âge de la responsabilité, mais ce qui est important, c'est que ce mineur qui a commis un délit soit toujours considéré comme un enfant
parce que jusqu'à 18 ans, il a le droit à tous les droits fondamentaux mis en avant par la Convention. Ça veut dire par exemple ne pas être mis en prison avec des adultes, par exemple. Par exemple. Et ça veut dire que l'on n'interrompt pas son processus d'éducation sous prétexte qu'il a commis un délit. Quand on dit les droits de l'enfant dans un pays comme la France, on a l'impression que, on parle pour ne rien dire, que c'est un pays où tout se passe bien, où les enfants sont protégés, on est un pays dit développé. Quels sont les problèmes que vous avez répertoriés ? Alors, vous avez partiellement ou en grande partie raison. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous dire que la France présente une situation catastrophique au regard des droits de l'enfant. Toutefois, vous savez que la France, comme tous les pays qui ont ratifié cette convention, se doivent de présenter un rapport tous les 5 ans au Comité des droits de l'enfant qui se tient à Genève. Et en 2016, puisque la dernière audition de la France a eu lieu en janvier 2016, le Comité des droits a à nouveau pointé des situations préoccupantes ou qui pourraient être améliorées du point de vue du Comité des droits. Par exemple ? Alors, par exemple, c'est la scolarisation de certains enfants qui se trouvent discriminés. Par exemple, les Roms se trouvent aujourd'hui dans un processus de non-scolarisation. C'est par exemple... Mais est-ce que c'est le fait de l'État français ou est-ce que c'est le fait des Roms qui sont dans un système un peu à part ? C'est le fait de l'État français qui, sans doute, ne met pas en perspective ou ne définit pas des actions qui permettent aussi à ces populations qui présentent des caractéristiques très compliquées pour l'État, hein, bien sûr, de nomadisme, de non-permanence de l'habitat, etc. Mais il faut essayer de scolariser, de mettre en place des dispositifs qui permettent à ces familles de scolariser leurs enfants. C'est ce qu'a fait l'UNICEF France sur une initiative il y a 2 ans et qui porte ses résultats grâce au réseau des villes amies qui ont partagé entre elles des pratiques intéressantes. Alors, on parlait de la scolarisation des enfants, mais parlons de quelque chose de beaucoup plus large, l'inclusion des enfants handicapés dans notre système scolaire. On n'est pas un pays modèle. On a vraiment encore des champs d'action à investiguer. Voilà, donc il y a ponctuellement des aspects qui peuvent être améliorés dans notre pays. On a des enfants qui sont en échec scolaire. On a sur le territoire français tous les ans 150 000 décrocheurs. Encore plus à La Réunion. Alors, je pense que voilà, il y a proportionnellement sans doute, il y a des enfants illettrés qui sortent du système scolaire sans savoir lire et écrire, ce qui n'est pas acceptable d'un pays comme la France. Et ce qui inquiète un peu le Comité des droits, c'est que ces dysfonctionnements étaient déjà pointés 5 ans plus tôt. Donc la France n'avait pas mis en place les mesures pour corriger ces manquements à la Convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce que vous contentez de faire un constat ou est-ce que vous allez jusqu'à proposer des actions concrètes pour essayer vous-même d'y remédier ? Alors, nous, on a un double rôle, c'est-à-dire qu'on a un rôle d'influence auprès du gouvernement et des acteurs politiques, qu'ils soient nationaux ou locaux, pour que les choses changent concrètement. Et puis, UNICEF France met en place aussi des initiatives qu'on appelle initiatives pilotes, qui permettent, avec notre expertise, d'identifier des solutions. Par exemple, sur la scolarisation des enfants des bidonvilles, nous avons défini des plans d'action qui permettent aux villes de trouver des solutions adaptées, de mettre en place des dispositifs qui permettent d'améliorer la situation. Donc on agit sur les 2 tableaux. Est-ce que vous allez jusqu'à, par exemple, financer des associations dans des domaines bien précis ? Alors, pour l'instant, on ne finance que très peu. Il faut savoir que nous avons un mandat très précis défini par l'Agence des Nations Unies, par ce que nous appelons un peu à tort UNICEF International, mais qui est l'agence UNICEF. Nous sommes considérés comme un pays riche, à juste titre, puisque nous ne répondons pas aux critères d'intervention de l'UNICEF sur notre territoire, qui sont des critères de mortalité infantile, de taux de population et infantile et de niveau de PNB. Et donc nous ne pouvons dépenser sur le territoire français que 5% du montant des dons collectés. Donc c'est assez faible. Et dans ces 5%, il y a bien sûr tous les outils, tous les dispositifs, tous les programmes que nous développons pour nos actions en France, qu'elles soient dans le milieu éducatif ou dans le milieu politique pour les villes amies et pour toutes nos actions. Donc il reste une petite marge de manœuvre et c'est sur ces 2% à peu près qui nous restent que l'on va travailler pour s'associer à des associations qui sont très efficaces dans leur domaine, mais qui n'ont pas l'assise nécessaire
pour surface la financière. surface, pour monter à l'échelle des projets. Donc là, on va les appuyer à la fois de notre expertise, de notre crédibilité, de notre visibilité, et pour qu'ils agissent avec un peu de fonds et notre appui. Notre aide. J'imagine que les maltraitances sur enfants font partie aujourd'hui de vos priorités, puisque c'est un sujet qui est à la une de l'actualité. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce domaine ? Alors concrètement, ça fait partie, c'est toujours notre rôle sur notre action en France. Nous avons un rôle de vigilance, d'influence, de formation. Par exemple, nous développons des modules de formation. On a eu la chance de pouvoir mettre en œuvre cette formation, par exemple, auprès des élus et des personnels de la mairie de Saint-Pierre. Mais nous le faisons dans beaucoup de villes en France. Et donc d'éveiller la conscience de chacun et faire en sorte que la parole de l'enfant soit prise en compte, de mettre en place, de soutenir des dispositifs, sans agir concrètement, puisque nous ne sommes pas un acteur sur le territoire français, nous n'avons pas mandat pour le faire. Les maltraitances sur enfants sont souvent, je dirais, concomitants avec le problème de l'alcoolisme. Est-ce qu'il vous arrive de déborder un petit peu de votre cadre un peu strict pour vous occuper de problèmes comme celui-là, de l'alcoolisme ou autre, ou est-ce que vous cantonnez vraiment uniquement dans votre secteur d'activité ? Alors nous sommes centrés, nous avons une mission, c'est de nous occuper du bien-être et du développement de l'enfant. Bien évidemment, quand le bien-être ou le développement de l'enfant dépendent de paramètres extérieurs, de contexte, excusez-moi de parler de l'alcoolisme comme d'un paramètre de contexte, mais il peut être vu comme ça, on va aller plus loin, mais toujours sous un angle qui concerne l'enfant. Par exemple, on s'est occupé, alors l'alcoolisme, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais on s'est occupé on a participé à un collectif avec des recommandations très concrètes pour des parlementaires sur la lutte contre la pollution, puisque 3 enfants sur 4 en France respireraient un air pollué, donc pour des préconisations sur l'intégration, par exemple, dans les zones à faible émission de tous les endroits où sont accueillis des enfants, que ce soit des écoles, que ce soit des parcs, que ce soit des crèches, que ce soit des centres de loisirs. Donc voilà, là on déborde de notre champ d'activité, mais c'est parce que la répercussion est directe sur l'enfant et qu'il nous importe d'apporter des solutions pour que la situation de l'enfant change. Vous avez une antenne de l'UNICEF à La Réunion ? Alors, nous n'avons pas encore de comité de bénévoles à la Réunion, puisque vous savez que l'UNICEF France est constitué d'une centaine de salariés qui sont au siège et qui sont des experts et qui développent des programmes d'action en déclinaison des programmes internationaux pour la plupart. Et puis, nous assurons une présence sur le territoire français par l'intermédiaire de 5000 bénévoles qui sont regroupés en 25 comités territoriaux. Ce qui représente une couverture de 75 départements. Donc, à La Réunion, l'intention est bien de monter un comité que nous imaginons appeler Océan Indien. Et là, nous avons une démarche un peu différente de celle historique qui existait en métropole, où on commençait par créer un comité de bénévoles et ensuite on s'adressait aux interlocuteurs locaux. Et là, à La Réunion, on commence par créer des partenariats avec nos interlocuteurs, et notamment Saint-Pierre, avec les représentants de l'éducation nationale. Et puis, ensuite, on fait naître des vocations auprès d'habitants de La Réunion pour créer un comité. Expliquons aux futurs bénévoles, ça consisterait en quoi d'être bénévole de l'UNICEF ? Alors, être bénévole à l'UNICEF, c'est avant tout être porteur de la parole de l'UNICEF et sensibiliser aux droits de l'enfant. Donc ça peut être dans plusieurs secteurs d'activité. On est partenaire historique de l'éducation nationale, par exemple. L'UNICEF étant aconfessionnel et apolitique, on a la chance de pouvoir avoir une convention cadre avec l'éducation nationale depuis très longtemps et qui a été encore renouvelée. Donc nous intervenons dans les lycées, nous intervenons dans les écoles de formation de professeurs des écoles, par exemple, et on explique, on sensibilise, on forme à l'importance de la Convention internationale des droits de l'enfant, à l'importance de l'éveil à la citoyenneté, à la situation dans le monde. Donc ça, c'est une action en direction de l'éducation nationale, mais il y a aussi la mobilisation des jeunes.
On est très très heureux à l'UNICEF France d'avoir énormément de jeunes mobilisés à nos côtés, de jeunes ambassadeurs, que ce soit des collégiens, que ce soit des lycéens, des élèves de primaire, qui montent des actions, qui agissent concrètement dans leurs établissements scolaires pour montrer qu'ils ont compris l'importance des droits, l'importance du respect de l'autre, du respect d'autrui, et donc montent des actions avec nous et avec leurs enseignants. On a des antennes sur des campus dans des établissements supérieurs, donc on espère que à La Réunion, nous aurons ce type d'antenne. J'étais très très heureuse ce matin de côtoyer énormément d'élèves d'un IUT, très très impliqués dans les différents stands d'éveil aux droits des enfants, et on voit bien l'appétence de ces jeunes pour avoir une action pédagogique sur les droits de l'enfant. Est-ce qu'on peut dire que l'UNICEF cherche à La Réunion des bénévoles pour monter cette... Vous pouvez le dire, nous pouvons le dire. Nous cherchons des bénévoles. Donc un comité se compose d'un bureau qui est élu par ses adhérents. Donc on adhère à l'UNICEF quand on est bénévole, parce qu'il est important d'adhérer aux valeurs et à la déontologie de l'UNICEF. C'est un tout petit montant et qui est déductible des impôts. Et une fois qu'on est adhérent, on agit au nom de l'UNICEF, et l'UNICEF est très soucieux de la qualité de la parole portée. Donc on bénéficie d'un parcours de formation qui est adapté à chacun, avec du e-learning, avec des séances in situ. Donc on apprend vraiment quand on est à l'UNICEF, quand on est bénévole à l'UNICEF, on apprend vraiment à découvrir les droits de l'enfant et à ensuite les expliquer aux autres. Alors, imaginons que je sois volontaire pour redevenir bénévole. Je fais comment? Je m'adresse à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un à La Réunion à s'adresser, ou c'est directement en métropole? Comment ça se passe? Pour l'instant, il n'y a pas de point fixe à la Réunion. Donc il y a un coordinateur qui est au siège et qui s'adresse et qui s'occupe de La Réunion, puisque la France a été découpée en régions et nous avons des coordinateurs pour les différents comités. Donc on vous donnera les coordonnées de cette personne, vous lui envoyez un mail et on vous contacte UNICEF France. Et là, on a une jeune fille qui est sortie du lycée, qui était hier à une réunion à Saint-Pierre et qui souhaite être jeune ambassadrice pour l'UNICEF. Donc elle a contacté UNICEF France. Et voilà, il était à une réunion hier après-midi. Très bien. Alors on va finir notre interview par là où on a commencé. Saint-Pierre a signé une convention avec vous. Oui. En quoi ça consiste et qu'est-ce que Saint-Pierre s'est engagé à faire pour les droits des enfants? Alors vous avez raison de prononcer le terme engagement, parce que c'est un titre qui est vraiment très très important pour nous. D'abord, on remercie Saint-Pierre d'avoir voulu candidater à ce titre, parce qu'il faut savoir que c'est une volonté de la ville de devenir ville amie des enfants. C'est absolument pas l'UNICEF qui désigne des villes ou qui identifie des villes qui seraient intéressantes d'avoir dans notre réseau. Donc ça, c'est un premier point. Et donc il y a une commission d'attribution du titre avec des experts, avec des bénévoles, avec la gouvernance de l'UNICEF. Et une fois qu'on est ville amie des enfants, ça signifie que l'on s'engage à prendre en compte les droits et les besoins de l'enfant dans l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'ensemble de ses projets. C'est-à-dire que le projet est examiné sous l'angle de l'enfant et de ses répercussions sur le bien-être et sur l'application des droits de l'enfant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on essaie d'avoir des réponses innovantes à des solutions connues par les enfants, et en particulier par les enfants les plus vulnérables, parce qu'il ne faut pas oublier que la volonté de l'UNICEF... C'est la principale cible. C'est la principale cible, tous les enfants sont la cible de l'UNICEF, et la baseline, si je peux dire, le slogan de l'UNICEF, c'est vraiment UNICEF pour chaque enfant. Donc il n'y a pas d'enfant exclu du champ d'action de l'UNICEF, mais bien évidemment, par la promesse de l'équité, l'UNICEF essaie d'aller chercher les enfants les plus éloignés de leurs droits, les plus vulnérables. Et on s'attend aussi à ce que nos villes amies trouvent des solutions innovantes pour résoudre des situations qui sont compliquées et pour lesquelles compliquées pour des enfants les plus vulnérables. Et le troisième point qui est très important, c'est que la ville s'engage à écouter la parole des enfants et à intégrer les enfants, la participation des enfants dans leur mode de fonctionnement. Donc voilà, 3 engagements très forts. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, une
mairie est compétente en matière, par exemple, d'éducation pour le primaire. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'elle s'engage à faire un effort particulier au niveau des classes pour qu'elles soient agréables? Enfin, j'en sais rien. Ça peut, par exemple, un travail sur l'inclusion des enfants handicapés. On discutait hier avec une responsable de la politique éducative de Saint-Pierre et elle nous expliquait qu'il y a toute une politique. C'est prévoir un accès pour les enfants handicapés. C'est tout à fait, pour des enfants malentendants, pour qu'ils intègrent des classes. C'est par exemple l'identification d'enfants en difficulté et la préscolarisation de ces enfants. Donc, si je ne me trompe pas, c'est des classes qui s'appellent les classes passerelles et qui permettent de faire un lien entre les parents, les enfants, comment l'école va fonctionner pour que les parents s'intègrent dans la dynamique d'éducation et qu'ils aient déjà, qu'ils comprennent ce que l'école va apporter à leur enfant et ce qu'on attend d'eux en retour. Donc voilà, ce sont des exemples, ou l'accès à l'éducation artistique, par exemple, pour des enfants qui n'auraient pas accès à ce type d'éducation. Donc et ce qui est important, c'est que le titre est décerné non seulement sur un engagement et une vision prospective de la ville, mais aussi sur les réalisations qui ont été faites, parce que on n'obtient pas le titre sur de simples intentions. Donc ça veut dire que la ville a déjà commencé un travail et va pouvoir s'enrichir des pratiques des 250 autres villes du territoire français, parce qu'il y a des échanges, ce qui a été fait ailleurs. Voilà, il y a une rencontre annuelle. Donc ça, c'est la valeur ajoutée de ce réseau, c'est le partage entre les villes. Très bien. Écoutez, j'espère que votre passage à la Réunion permettra de permettre l'éclosion de beaucoup d'envie chez des jeunes ou chez des moins jeunes d'ailleurs pour devenir adhérents de l'UNICEF. En tous les cas, merci. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, j'espère que notre message sur le bénévolat pour l'UNICEF à La Réunion sera entendu, mais je n'ai pas trop de crainte vu l'enthousiasme que nous avons vu ce matin à Saint-Pierre. Je vous le souhaite. Merci en tous les cas. Merci.